parler plutôt de la relation à l'argent. Toi, t'as eu, ils ont une évolution par rapport à ça. C'est quoi ton histoire par rapport à ça? Bon, première étape, je pense que c'était vers mes 17 ans. Tu sais, quand j'avais cette chaîne YouTube Mère Teresa PGM, je commençais à faire 2-3 000 euros par mois grâce aux revenus AdSense de la chaîne YouTube. Tu vois, et j'étais au lycée. Lycée, ouais, en France, gymnase, Ouais. lycée. Ouais. Et immédiatement, tu vois, j'ai fait un peu comme, je pense, c'est peut-être une étape nécessaire, tu vois, pour tout le monde. Mais je me suis dit, enfin, je peux m'acheter les choses qui me font envie. Ça a été la première étape, tu vois. Et à l'époque, ce qui me faisait envie, c'était les croix à la vanille à la cafette de mon lycée. Et quoi? Les croix à la vanille. C'était genre des espèces de pâtisseries avec de la vanille et des morceaux de sucre. Genre, c'était trop bon, tu vois. Ah oui, des croix, c'est une pâtisserie. c'est pas Ouais, une un truc croix, viennoiserie en Non, France. t'inquiète. Je crois que t'as acheté des croix. Ils mettaient de la vanille dessus. Ouais, je comprenais pas. Et rapidement, j'ai remarqué que ces croix à la vanille, elles me procuraient plus le même plaisir qu'avant parce que j'en achetais tous les jours. Ouais. Et donc de là, je me suis dit, enfin, encore pire, tu vois, si j'avais envie de recréer le même pic de bonheur, je vais m'acheter genre 2 croix à la vanille. Alors une croix à la vanille plus un petit jus d'orange ou un truc comme ça, tu vois. Donc là, j'ai compris que j'étais en train de m'enfermer dans un truc. Et surtout, en fait, ce que j'ai capté, je pense, c'est que c'était pas via l'acquisition de biens matériels que j'allais pouvoir m'épanouir. Parce que tu t'habitues à tout. Genre, t'as un plus grand appart, tu t'habitues à ton grand appart. T'as une belle caisse, tu t'habitues à ta caisse, et ainsi de suite. Et je pense que c'est important de ne pas en dépendre. Ça veut pas dire que tu dois pas te faire kiffer sur certains trucs, tu vois. Je pense qu'on peut tous se faire kiffer là-dessus, mais ne pas en dépendre. Et cette expérience, elle m'a permis, au moment où j'ai lâché mes études pour me lancer sur YouTube et que j'ai commencé à gagner pas mal d'argent, alors pas mal, on se comprend, hein, je sais que vous êtes des très très grands entrepreneurs ici, mais à mon échelle, c'était énorme parce que j'étais étudiant avant et je gagnais rien du tout, tu vois, et je suis passé de rien à plus que la moyenne suisse, tu vois, donc pour moi, c'était très fort. Donc j'ai compris que j'allais pas me mettre à claquer ma thune dans de la merde. Donc de là, je suis passé sur OK, donc qu'est-ce que je fais si je ne dépense pas mon argent? Soit je l'épargne, soit je l'économise, soit je l'investis. Et donc de là, j'ai dû faire un peu de recherche. J'ai été obligé parce que, comme on le sait tous, on a parlé un petit peu d'inflation juste avant. Économiser ton argent, donc le laisser dans un compte en banque, ça revient à essayer d'accumuler de l'eau dans un seau troué. C'est un glaçon qui fond non-stop. Je crois que c'est Michael Saylor, quand il parlait à ses actionnaires, il leur expliquait que si je garde la trésorerie de MicroStrategy sous forme de cash, en fait, d'ici, je sais plus ce que c'était exactement, mais bref, ton capital, en fait, il fuit parce qu'il se trouve qu'on vit dans un système dans lequel on a des acteurs qui ont la possibilité de créer de l'argent et ça fait perdre de la valeur à ton argent. Donc je me suis dit, OK, économiser, c'est pas une bonne option, donc il faut que j'investisse. Ça m'a cassé les couilles parce que j'avais pas envie d'investir. Moi, je voulais faire mes vidéos. C'était là-dessus que j'étais bon. J'avais pas envie de m'amuser à aller faire des bilans d'entreprise, essayer de voir laquelle était la plus rentable et ainsi de suite. Et donc, j'étais forcé de me lancer là-dedans. Au final, j'ai pris la solution good enough, c'était ETF. J'ai acheté un peu d'or. J'ai acheté des ETF parce que je savais pas quelle action acheter, donc tu achètes un peu toutes les actions. Au final, ça monte. Pourquoi? Pas forcément parce que le marché va bien. On l'a vu en 2020, hein, crise du Covid, tout se pète la gueule parce que tout d'un coup, tout le monde a peur, a envie de retirer son argent. Donc le S&P 500 qui crache. Et genre 6 semaines après, ça explose. Ça explose pas parce que l'économie va bien, ça explose parce qu'on a commencé à imprimer une tonne de thunes. Tout le monde fout sa thune dans les différentes actions, dans le S&P 500. Et donc forcément, les gens, quand ils utilisent des biens comme réserve de valeur, que ce soit de l'immobilier ou des actions ou de l'art, à partir du moment où c'est des biens dont l'offre est inélastique, donc on ne peut pas produire pour suivre une augmentation de la demande, le prix augmente. Et donc ça m'a un peu cassé les couilles, tu vois, vraiment ça m'a foutu la rage. Et j'essaye de pas me montrer trop anti-système et ainsi de suite, mais c'est vrai que plus tu étudies l'histoire de la monnaie et comprendre comment est-ce qu'on est passé les différents métaux, comment est-ce qu'on est passé de l'étalon or ensuite, Première Guerre mondiale, Bretton Woods, 1971 avec Nixon, tout ça, quand tu apprends sur l'histoire de la monnaie, ça fout le seum. T'as envie de vomir, tu comprends que le système actuel, il n'a pas été réfléchi, que c'est une conséquence de mensonges, une conséquence de petites erreurs par-ci par-là, et qu'aujourd'hui on est, à mon avis, dans une situation un peu compliquée. Et donc j'étais un peu dans ces ETF, un peu dans l'or, et aussi investissement en moi, donc que ce soit 2-3 cours, 2-3 formations, ma chaîne YouTube, s'il fallait racheter une caméra, j'ai acheté une caméra. Et de là, je me suis réintéressé à Bitcoin, parce que Bitcoin, c'était un truc, j'avais acheté il y avait quelques années encore plus tôt, je crois que c'était en 2016. J'avais un pote qui était passionné, qui était aussi d'ailleurs, qui était à l'EPFL, lui, en informatique, et c'était un gars, une espèce de petit génie, tu vois, je le connaissais depuis que lui, il avait genre 9 ans et que moi, j'en avais 11. On faisait du tennis ensemble et à 9 ans, il traînait avec moi et mon groupe de potes alors qu'on avait tous 11 et 12 ans, tu vois. Et lui, c'était le plus petit, mais il était smart, tu vois, il était avec nous. Et bref, ce mec me parle de Bitcoin, passionné, il m'explique ce qui se passe et ainsi de suite. Donc j'avais acheté en 2016 et ensuite ça avait craché, tu vois, le prix, il avait fait un pic en 2016. Ensuite, en 2019, ça stagnait autour des 3000. Et un jour, j'ai vu un podcast de merde qui disait faut savoir encaisser votre perte sur vos investissements et je sais pas quoi. Moi, je dis tiens, il me semble que j'ai du Bitcoin sur Coinbase, je crois que c'était à l'époque, ou Kraken, je sais plus. Et je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, je vais encaisser ma perte. J'ai vendu mes bitcoins comme un trou de balle. Et je me retrouve ensuite, ça c'était début 2020. Comme quoi, il ne faut pas regarder des vidéos. Ah ouais. En fait, le truc, c'est que l'erreur que j'ai commise, parce que je me suis mordu les doigts ensuite, parce qu'en 2021, le prix du bitcoin explose. Et là, je me dis, OK, qu'est-ce que j'ai loupé? Genre, j'ai investi dans un truc sans comprendre ce qu'il y avait derrière. Et c'est à cause de ça que je me retrouve j'ai vendu à perte. Et si j'avais attendu, genre, littéralement 3 mois, ce
Ça se serait mieux passé, disons. Et c'est là que j'ai commencé à creuser. C'est des centaines d'heures que tu mets dedans quand tu as envie de comprendre réellement ce qui se passe derrière Bitcoin. Tu dois comprendre un petit peu c'est quoi un protocole open source, comment ça fonctionne, les basics d'économie, offre-demande, tout ça. Prendre un petit peu. J'ai pas envie de trop partir dedans parce que c'est vrai que je sais que c'est un sujet des fois qui peut être un peu controversé et je crois que légalement, j'ai le droit de parler de Bitcoin et de recommander aux gens de l'investir, parce que sauf erreur, en tout cas aux États-Unis, c'est pas considéré comme un titre financier, c'est pas une security. C'est genre de dire en gros, vous devriez acheter du Bitcoin, ce serait comme de dire vous devriez investir dans l'immobilier. C'est pas pareil que de dire vous devriez acheter de l'action Apple. Si tu dis acheter l'action Apple, t'as pas le droit parce que c'est un conseil d'investissement et tu pourrais avoir un espèce de conflit d'intérêt. Mais si tu recommandes aux gens d'investir dans l'immobilier ou de l'or, vu que c'est pas toi qui le contrôle, tu as le droit de le faire. Donc, sauf erreur, j'aurais le droit de dire ça sur Bitcoin, vu que personne ne contrôle Bitcoin. Mais c'est un sujet qui est très complexe et moi, j'encourage les gens à faire leurs recherches. Vraiment, parce que d'après moi, c'est une énorme révolution. Genre, juste pour dire, c'est la première fois depuis le début de l'histoire de l'humanité qu'on a créé un bien dont l'offre est parfaitement inélastique. Juste ça, écrivez ça, écrivez cette feuille, essayez de comprendre ce que ça veut dire et vous vous rendrez compte que c'est juste incroyable ce qui est en train de se passer. Donc, tu crois à fond dans la technologie blockchain, Bitcoin? Pour moi, à nouveau, l'investissement, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. J'achète Bitcoin juste parce que d'après moi, aujourd'hui, c'est un peu tricky parce que quand tu achètes Bitcoin, t'investis dans ce qui, d'après moi, sera à l'avenir un moyen d'épargne. Parce que tu vois, vu que pour l'instant, les gens n'ont pas compris ce que c'est Bitcoin, les gens ne comprennent pas. Genre même quand je regarde des gens autour de moi qui ont mon âge, qui sont un peu dans la techno, un peu sur Internet, les gens captent pas. Genre tu demandes à tes parents, tu demandes aux gens qui ont de la thune, tu vois, aux plus 30, plus 40 ans, personne qui est dedans. Donc, à mon avis, on est extrêmement tôt. Et parce qu'on est extrêmement tôt, il y a encore très peu de capital qui est dedans. Et on a vu en début d'année, tu vois, avec les ETF spot qui ont été approuvés, on commence à avoir énormément de liquidités qui flottent dans tout ça. Donc aujourd'hui, tu investis quelque part dans un moyen d'épargne. C'est pour ça parce que les gens se battent. Tu vois. Est-ce que c'est un investissement? Est-ce que c'est un moyen d'épargne? Moi, je pense qu'à l'avenir, ça deviendra la meilleure réserve de valeur qui puisse exister. Store of value. C'est-à-dire ça remplacera l'or. On utilisera, tu vois, les gens, plutôt que d'acheter une maison pour conserver leur valeur dans le temps. Parce que c'est ce que, tu vois, aujourd'hui, il y a des gens qui achètent des maisons parce que c'est important d'un point de vue émotionnel d'avoir ta maison, tu as envie de pouvoir faire tes travaux, tout ça. Mais il y a beaucoup de gens qui achètent de l'immobilier parce que le prix de l'immobilier monte. Mais est-ce que c'est le prix de l'immobilier qui monte ou est-ce que c'est la valeur de tes euros qui se pète la gueule? En fait, c'est toutes des questions qui sont intéressantes à mon avis à te poser et c'est bien de faire de l'argent. À mon avis, c'est important. L'argent, c'est un outil, hein. C'est ni bon ni mauvais. Ça te donne plus d'options. Mais être capable de conserver ton argent dans le temps, c'est une question qui est fondamentale. Parce que quand on a des acteurs qui peuvent créer de l'argent, la valeur de ces nouveaux billets, généralement, elle est extraite des billets que toi, tu possèdes. Et tu te fais voler. L'inflation, c'est du vol.